Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Ping. Donc Ping, c'est un podcast sur le leadership et plus spécifiquement sur le care, donc le prendre soin dans le leadership. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Hubert Joly. Hubert Joly, c'est l'ancien CEO de Best Buy, qui est aussi un auteur d'un livre qui s'appelle L'entreprise, une affaire de cœur, qui est professeur à Harvard et qui nous fait le plaisir d'être là sur son passage parisien. Donc je suis hyper heureux de vous avoir aujourd'hui parce qu'en fait j'ai juste adoré votre livre en fait. J'ai trouvé qu'il y avait énormément d'éléments à l'intérieur dont on va parler là pendant cette heure et je pense que ça va être extrêmement outillant pour les personnes qui nous écoutent, inspirant et outillant. Et peut-être que la première question que j'aurais vous poser, c'est votre rapport au pouvoir, comment il a évolué, comment il était avant, comment il est aujourd'hui. Et en particulier, vous parlez de Man for Search for Meaning, qui est un bouquin que j'adore moi aussi, et voir comment ça a influencé votre rapport au pouvoir aussi. Le rapport au pouvoir. Grégory, c'est un plaisir, je me réjouis d'avoir cette conversation. Il y a une vingtaine d'années, en 2002, pour citer David Brooks, en quelque sorte, j'étais au sommet de ma première montagne. J'avais été partenaire chez McKinsey à un jeune âge, j'étais au comité de direction de Vivendi Universal. J'avais réussi, en fait. Sauf qu'au sommet de cette première montagne, il n'y avait pas de goût, il n'y avait pas de joie. Donc, appelez ça ma crise de milieu de vie. Et donc, ça m'a amené à prendre du recul et à me dire, en fait, j'ai été trop motivé par la quête du pouvoir, la quête de la gloire, et la quête de l'argent, peut-être. Et pour moi, peut-être que ça convient à d'autres personnes, mais moi, ça ne me convient pas, en fait. Et donc, ça m'a conduit à prendre du recul. J'ai fait des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites. J'ai reparcouru ma vie et j'ai essayé de discerner en fait quel pouvait être le sens de ma vie. Et je crois beaucoup qu'au cœur de chaque homme, il y a un désir très profond de faire du bien à quelqu'un d'autre. En fait, et fondamentalement, c'est ça. Alors, Man's Search for Meaning de Viktor Frankl, je m'étais interrogé, là, pour le coup, il y a une trentaine d'années, sur le travail. Pourquoi travaille-t-on ? Et je m'étais paluché un index biblique pour étudier ça dans la Bible. Alors, il y a plusieurs versions, en fait. Est-ce qu'on travaille parce que c'est un peu une punition, parce qu'il y a un imbécile qui a fauté au paradis ? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on fait de manière à faire quelque chose qui nous plaît plus, comme les loisirs, ou voir des amis, etc. Ou bien est-ce que le travail, c'est une partie intégrante de notre capacité à nous épanouir ? Et Viktor Frankl, qui a passé ses années en camp de concentration, en fait, sa femme est décédée, ses enfants, ses parents, etc. Et lui a survécu parce qu'il a pu imaginer quel pouvait être le sens de sa vie après être sorti du camp de concentration. Et dans son livre, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il dit que le travail est une des quelques manières que l'homme a de pouvoir s'épanouir et de devenir la meilleure version de lui-même. C'est un livre donc plein d'espoir pour ça. Et alors, c'est hyper intéressant ce que vous dites sur la première montagne que vous avez gravie, et pour se rendre compte que finalement c'était un mauvais chemin. Moi, j'aime beaucoup cette idée de la montagne parce qu'en fait, je considère que la vie c'est un peu un chemin. Et puis, on va vraiment dans une ligne droite. Vous voyez les cicatrices, là. On monte sur des montagnes. Et en fait, je me dis, il y a plusieurs choses, mais comme vous êtes prof, vous allez pouvoir me dire, est-ce qu'il y a besoin de monter sur cette première montagne pour se rendre compte que c'est pas le bon chemin ? Ce qui est quand même le cas de beaucoup de gens que je connais, en particulier pas mal de start-upers, mais aussi des patrons d'entreprise. Comment on peut s'éviter de monter sur cette première montagne pour se rendre compte que c'est le mauvais chemin ? Et comment on peut une fois qu'on s'est rendu compte que c'est le mauvais chemin, se dire, en fait, je vais bifurquer, je vais en prendre un autre ? On va prendre plein de mauvais chemins. En fait, la vie, c'est un parcours. Bon, c'est plus difficile pour moi de parler des autres, mais pour moi, ce qui m'avait conduit là, c'était la quête de la perfection, qui est une maladie très grave, dont j'ai souffert pendant longtemps encore. Je ne suis pas tout à fait guéri. Et aussi la conviction que pour avancer dans la vie, pour être un dirigeant, il fallait être très intelligent. Et moi, l'histoire de ma vie, c'est quelqu'un qui démarrait comme consultant chez McKinsey, qui était convaincu, voilà, c'est ça, que la vie, c'était résoudre des problèmes par son intelligence, et qui aujourd'hui croit en l'importance de libérer la magie humaine dans les entreprises au service du bien commun. Et j'ai rien fumé d'illégal. Mais ça revient à l'idée qu'en tant que leader, le leader du XXe siècle, on s'en souvient, enfin vous étiez peut-être pas des Grégory. Si, quand même. Bon, quand même. Mais c'était le leader qui savait tout, qui était le plus fort,
qui n'avait pas de faiblesse, qui disait aux autres quoi faire, etc., etc. Et ça, évidemment, on sait où ça nous a mené et on sait que personne n'a envie de suivre ce type de leader aujourd'hui. Donc le leader aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est habité par une quête de sens et qui est capable de créer un environnement pour que les autres puissent s'épanouir, ce qui a des tas d'implications en termes de vulnérabilité, d'humilité, d'humanité. On va y revenir, je suis sûr. Et pour découvrir ceci, en fait, la clé... Moi, je crois que pendant le Covid, quand on ne pouvait pas aller à l'extérieur, on pouvait aller à l'intérieur. Et donc, passer du temps avec soi-même. Vous parlez de care. Le care, ça commence par prendre soin de soi-même, en fait. Vous vous souvenez, quand on voyageait en avion, les hôtesses nous disaient que si on manque d'oxygène, les masques vont tomber. Ben, il faut mettre d'abord le masque sur vous avant d'aider les autres. Et donc, pour pouvoir être le leader qu'on a envie d'être, il faut passer du temps avec soi-même et se poser cette question, comment je voudrais qu'on se souvienne de moi? Quelle vie je veux vivre, en fait, voilà. Mais alors, je pense que la question que les gens se posent naturellement, c'est comment ça, c'est compatible avec la gestion d'une grande boîte comme Best Buy. Peut-être vous pouvez rappeler, je ne sais pas si tout le monde connaît Best Buy en France, et nous dire, parce qu'en fait, quand vous avez accepté d'être CEO de cette structure, elle était quasiment en faillite, et vous avez relevé la société de manière assez extraordinaire en étant dans cette culture. Donc c'est ça qui est assez exceptionnel. Oui, en fait, le paradoxe, c'est ça. En fait, on a vécu... Sur ma liste du FBI, des personnes les plus recherchées, il y a notamment Milton Friedman, qui en 1970 nous a dit que la seule chose qui comptait, c'était la recherche du profit. Et on a payé pendant des années. Ceci, le profit, c'est un résultat, c'est un impératif, c'est un résultat, mais ce n'est pas la finalité générale. Donc, parlons de Best Buy, parce qu'on peut parler de manière théorique, c'est mieux de parler de manière concrète. Donc Best Buy, c'est le leader américain et donc mondial de la distribution de produits électroniques et électroménagers. C'est à peu près 50 milliards de chiffre d'affaires. Et en 2012, alors que ça a été une très très belle entreprise, tout le monde pense que l'entreprise va mourir, notamment du fait de la concurrence d'Amazon. Et je suis approché à ce moment-là pour prendre la direction de cette boîte. Je dis au chasseur de tête, Jim, tu es fou, en fait. Pourquoi tu m'appelles? Il cherche. Je ne connais rien à la distribution et ça a l'air d'être mal parti, cette affaire. Et Jim est un bon ami. Donc il me dit, non, il ne cherche pas un spécialiste de la distribution. Et toi, tu as l'expérience des redressements, etc. Donc au moins, regarde. Et en fait, l'essentiel des conseils qu'on me donnait, les investisseurs, les analystes, c'était de couper, en fait. Il fallait fermer des magasins et virer du monde. Alors on a regardé. Tous les magasins gagnaient de l'argent, donc c'était stupide de fermer des magasins. Et couper des têtes, c'était comme si les collaborateurs étaient la source du problème. Et moi, je pensais qu'ils allaient être la solution, en fait. Et donc, ce redressement, qui effectivement a été très surprenant, personne ne pensait qu'on allait y arriver. Le cours de bourse est passé de 11 $ à l'automne 2012. Aujourd'hui, il est entre 80 et 90. Donc, c'est pas mal. On a fait ça avec une approche très humaine, très centrée sur l'humain. Et dans une deuxième étape, très centrée sur le sens et la raison d'être de l'entreprise. Alors, toutes les entreprises disent l'humain, c'est ce qui est le plus important. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement? La première semaine dans l'entreprise, je l'ai passée à travailler dans un magasin à 100 km au nord de Minneapolis, donc dans une ville qu'ils appellent St. Cloud. Je leur ai dit qu'il fallait prononcer Saint-Cloud, mais ils n'ont pas vraiment, ils m'ont pas suivi sur ce coup-là. Et j'étais venu pour écouter les collaborateurs qui étaient sur la ligne de front, en leur posant quelques questions simples. En fait, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? De quoi avez-vous besoin? Et ils avaient évidemment toutes les réponses. Et donc mon travail était simple, c'était poser les questions, prendre des notes sur les réponses et faire ce qu'ils avaient dit qu'il fallait faire. Commencer par l'humain, c'était aussi s'assurer que l'équipe de direction était bien constituée. Donc ça, moi je pense beaucoup que les poissons pourrissent par la tête, donc il a fallu faire du ménage. Ça a été aussi aborder le redressement avec un ordre précis de priorité que j'avais appris de Jean-Marie Descarpentries quand il était un de mes clients chez McKinsey. Il a dit, dans un redressement, il faut d'abord favoriser la croissance du chiffre d'affaires. Parce que ce qui est fou, ce que la croissance peut permettre comme possibilité. Et sur la réduction de coûts, il m'avait dit, tu commences par attaquer les coûts non salariaux, qui dans la plupart des boîtes sont la majorité des coûts. Donc par exemple, chez Best Buy, on vend beaucoup de téléviseurs. Ils sont grands, ils sont fins, donc ils se cassent. On cassait pour à peu près 200 millions de dollars de téléviseurs par an. Si on peut réduire ça de moitié,
c'est bon pour les clients, parce qu'on a fait un sondage, il y a 0% des clients, Grégory, qui veulent acheter un téléviseur cassé. Je suis étonné. Bah oui, on l'a vérifié. Hein. Et si on économise 100 millions, bah c'est bon pour l'entreprise aussi. Donc, sur les 2 milliards d'économies de coûts qu'on a fait, il y en a 70% qui sont des coûts non salariaux, comme ça. Et on traite les réductions d'effectifs, non pas comme un trophée. On voit des entreprises qui disent « plan social, 10 000 suppressions d'emplois, les cours de bourse augmentent. » Facebook dernièrement. Voilà. Non, on traite ça en dernier ressort, et si on doit réduire les effectifs, éventuellement on redéploie le personnel. Donc on commence par l'humain, on termine par l'humain, puisque les réductions d'effectifs sont en dernier ressort. Et puis c'est le rôle du dirigeant, c'est de créer de l'énergie, en fait. C'est pas tellement d'être le plus intelligent, ce qu'on avait à faire n'était pas si compliqué que ça, mais c'est de créer de l'énergie. Alors, en physique, on apprend que l'énergie ne peut pas être créée, ce qui est dommage par les temps qui courent, mais si on voit une entreprise comme une organisation humaine faite d'individus qui travaillent ensemble, on peut créer de l'énergie. Comment on crée de l'énergie? En co-créant le plan, en le mettant en œuvre, en créant du mouvement, en célébrant les premières victoires. S'il y a un truc qui n'a pas marché, Grégory, vous et moi, on a travaillé sur ça n'a pas marché, on le dit. Et puis on dit, voilà, il va falloir recommencer. Et donc c'est cette approche très, très humaine qui a été très passionnante. Ça, c'était la phase redressement. Et dans la phase ensuite croissance, là, on s'est intéressé à la raison d'être de l'entreprise. On a dit, on n'est pas un retailer, en fait, on n'est pas une société de distribution, une entreprise qui est là pour enrichir la vie des gens grâce à la technologie. Et ça, on pourra en parler, parce que beaucoup d'entreprises, notamment en France, avec la loi Pacte, sont attelées à définir leur raison d'être. Mais nous, on l'a mis en œuvre, en fait. Et donc, ça a permis de s'attaquer à des gisements de croissance et puis de mobiliser toute l'entreprise autour de cette idée. On va revenir sur cette histoire de raison d'être, parce qu'effectivement, je pense que pour la majorité des entreprises, c'est d'abord un exercice de style avant même d'être une réalité. D'ailleurs, il suffit de demander à des salariés quelle est la raison d'être de l'entreprise, et en fait, ils ne la connaissent pas. Ouais. Donc, très clairement, elle n'est pas concrète. Mais ce qui m'intéresse là, et vous parlez dans le livre des vents contraires, et je trouve ça hyper intéressant, quand on est le patron de Best Buy et qu'on a Amazon en face, et je sais à quel point les retailers ont du mal avec la vente en ligne, et Amazon en particulier, comment on se dit, en fait, les vendeurs vont être les personnes les plus importantes de ma stratégie. Et en particulier, vous prenez cet exemple de cet enfant qui casse son dinosaure, que j'adore, et peut-être que vous voulez la raconter. Et moi, je crois que c'est ça qui fait toute la différence, en fait. Alors, les vents contraires, quand je suis arrivé à la tête de l'entreprise, j'avais écouté les conférences téléphoniques, vous savez, d'annonce des résultats ou les réunions investisseurs de l'équipe précédente, et ils parlaient effectivement des vents contraires. Il y avait la concurrence d'Amazon, la déflation des produits, tout un ensemble de choses, et j'ai dit à l'équipe, c'est intéressant, parce que moi j'ai appelé Tim Cook et Jeff Bezos, et je leur demandais comment ils vendent de votre côté, en fait. Ils m'ont dit, Hubert, le vent, mais c'est formidable, ça peut pas être mieux. Je dis, ah bon? Donc le vent ne doit pas être le problème, donc ça doit être nous qui sommes le problème. Et en fait, Best Buy était le leader de la distribution de produits électroniques, c'était un grand marché, tout en étant leader, on n'avait que 15% du marché, donc plein d'opportunités de croissance. Une erreur qu'on fait parfois en stratégie, c'est de se focaliser beaucoup sur les concurrents. Et de se dire, il faut qu'on soit numéro 1 ou numéro 2, il faut qu'on batte le concurrent. Non, pour moi, c'est comme dans la vie, en fait. Dans cette discussion, je ne vais pas essayer d'être meilleur que vous, Grégory. D'abord, je ne pourrais pas. Et vice-versa. Voilà. Donc, je vais essayer d'être la meilleure version de moi-même, en fait. Et dans la vie d'une entreprise, c'est la même chose. Donc, on a essayé de voir quel était le positionnement unique qu'on avait. Et de manière intéressante, on s'est intéressé à comment on pouvait collaborer avec des gens qui étaient nos concurrents. Apple, c'est un concurrent, puisqu'ils ont leur propre magasin, mais on a fait un partenariat très fort avec Apple, avec Microsoft, avec Sony, qui avaient tous tenté d'ouvrir des magasins, avec Amazon. Amazon a un corner dans nos magasins où ils vendent leurs produits Alexa, etc. Même chose pour Google, même chose pour Meta, etc., etc. Donc, en dehors de la pandémie du Covid, il y a une autre pandémie qui est la pandémie des jeux à somme nulle. Non, on peut collaborer. Alors, l'aspect humain, il est essentiel dans toutes les entreprises, que ce soit des entreprises de tech ou pas d'ailleurs. Et nous, on ne s'est pas dit, on va se centrer uniquement sur nos magasins. En fait, aujourd'hui, on a 30 à 40% des ventes qui se font en ligne, mais on a un positionnement qui est là pour, encore une fois, enrichir la vie des gens grâce à la technologie. Alors, sur la définition d'une raison d'être, effectivement, c'est souvent fait comme un exercice corporate. Et même avec ce qu'on a fait, nous, enrichir la vie des gens grâce à la technologie,
Si vous et moi, Grégory, on se pointe dans un magasin Best Buy et on dit à l'équipe, on a une grande nouvelle, hein, on a une nouvelle raison d'être qui est d'enrichir la vie des gens grâce à la technologie. Ils vont nous dire, mais Hubert, on t'aime bien, mais on n'a aucune idée de ce que tu as dit, en fait. Là où j'ai énormément appris, c'est sur le travail qu'il y a à faire pour que l'ensemble des collaborateurs puissent connecter qui ils sont et leur propre raison d'être avec leur travail et avec la mission de l'entreprise. Alors, avant de raconter l'histoire du dinosaure, comment on a fait ça, en fait? On a toute une équipe, je leur donne totalement le crédit, qui a travaillé pour traduire cette expression de la raison d'être, enrichir la vie des gens grâce à la technologie, en termes compréhensibles. En fait, ils ont dit, fondamentalement, ce qu'on essaye de faire vis-à-vis des clients, mais aussi en interne, c'est d'être un ami inspirant. Et pour ça, ça veut dire qu'on va avoir besoin d'être très humain dans la relation avec les clients et avec l'ensemble des parties prenantes. Alors, arriver à distiller ceci comme ça, c'est un travail, ça a l'air simple, mais c'est un travail considérable. Et pour diffuser ceci à l'ensemble de l'entreprise, on a organisé une formation. On a fermé un samedi matin tôt, parce qu'on aime bien quand même le chiffre d'affaires des samedis. On a fermé tous les magasins. Et pas de vidéo, pas de message du patron. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis en petits groupes et on nous a demandé de faire deux choses. Premièrement, d'échanger les uns avec les autres l'histoire de notre vie. Et d'autre part, d'échanger les uns avec les autres l'histoire d'un ami inspirant dans notre vie. Alors moi, je me souviens très bien, j'étais avec une jeune femme. Elle avait été dans une relation abusive avec un ancien petit ami. Elle avait été sans abri. Et Best Buy, c'était sa famille, en fait. Donc tout d'un coup, je la vois pas tellement comme une collaboratrice, ou pas seulement comme une collaboratrice, mais comme un être humain. Compliqué, blessé, etc. Mais un être humain. Et alors, un ami inspirant, pour moi, c'est mon frère aîné Philippe. C'est lui que vous auriez dû interroger dans ce podcast. Il est formidable. Et j'espère que chacun qui nous écoute a un ami inspirant. Sinon, ils peuvent vous appeler peut-être après. Ensuite, ce qu'on nous a dit, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on fait déjà aujourd'hui lorsqu'on est au meilleur de notre forme, c'est de se traiter les uns les autres comme des êtres humains et de traiter les clients comme des êtres humains et comme si on était un ami inspirant pour eux. Et ça, tout le monde peut comprendre ça, en fait. Alors ensuite, il s'agit de créer l'environnement pour y arriver. Alors l'histoire du dinosaure. Ça rend les choses concrètes. Oui, voilà, parce que ça définit ce que c'est que la magie humaine, fondamentalement. En 2012, quand je suis arrivé à la tête de l'entreprise, la qualité de service dans les magasins s'était fortement détériorée. C'est pour ça qu'on perdait du terrain. Donc en 2018, à un moment où nos ventes s'accélèrent de manière presque irrationnelle, il y a une histoire qui me remonte d'un magasin en Floride, où un jour, il y a une jeune femme qui va à ce magasin avec son fils. Et son fils a eu, à l'occasion de Noël, un cadeau qui était un jouet, un dinosaure. Malheureusement, ce dinosaure est tombé très malade. La raison pour laquelle on sait qu'il est très malade, c'est que sa tête est déconnectée du reste du corps. Donc c'est quand même... C'est problématique. C'est problématique. Et évidemment, ce petit garçon voulait, non pas un nouveau jouet, il voulait qu'on soigne son dinosaure. Dans la plupart des magasins, que ce soit Best Buy ou autre, on vous aurait envoyé... avec un peu de chance, dans la partie magasin qui vend des jouets, avec un peu de chance, vous auriez pu trouver un nouveau dinosaure. Mais ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Et ce jour-là, dans ce magasin Best Buy, il y a deux blue shirts, ce sont des vendeurs qui ont leurs polos de couleur bleue, qui ont compris ce qui se passait et qui ont trouvé dans leur cœur le fait de prendre ce dinosaure, d'aller derrière un comptoir et d'entamer une procédure chirurgicale en expliquant au petit garçon les différentes étapes de la procédure qu'il suivait, évidemment en substituant un nouveau dinosaure, mais en lui donnant un dinosaure guéri. Alors évidemment, la question, Grégory, c'est est-ce qu'à l'époque, chez Best Buy, parce qu'on était très intelligent, n'est-ce pas, est-ce qu'il y avait une procédure sur comment on gère ce genre de situation, ou encore mieux, une lettre ou un mémo du patron très intelligent sur comment on gère? Évidemment non. Comme j'ai dit, ces deux personnes ont trouvé ça dans leur cœur, ce désir de rendre ce petit garçon heureux. Et donc vous pouvez imaginer sa joie. Et en fait, quand j'ai entendu cette histoire, je me dis, oui, ça explique pourquoi nos ventes sont en train d'exploser, en fait. Parce qu'à grande échelle, on a créé un environnement dans lequel les collaborateurs peuvent exprimer ce désir profond qui existe dans chaque être humain
de faire du bien à quelqu'un d'autre. Même Darth Vader, dans Star Wars, son fils pense que la force est toujours en lui. Hein, et si on peut libérer ce désir, on obtient des résultats extraordinaires. Mais alors, opérationnellement, comment on fait en sorte d'inspirer ça? Parce qu'en fait, quand on vous écoute, on se dit, oui, c'était 2 personnes exceptionnelles, voilà, ils ont fait cette opération. Mais comment on inspire ça de manière plus globale? Parce que ce que vous décrivez, c'est que ça a été inspiré, en fait, finalement. À grande échelle. Alors, c'est là où j'ai beaucoup appris. Le modèle de management qui est, je demande à des gens très intelligents de faire un plan, qu'on communique à tout le monde et qu'on communique à travers l'ensemble de l'entreprise. On met des incitations, des bonus, hein, voilà, des posters. Ça marche pas, évidemment. Hein, parce que la motivation de chacun d'entre nous, elle est intrinsèque, elle vient de l'intérieur, elle ne vient pas d'éléments financiers, ça on pourra peut-être en reparler. Oui. Et alors bien sûr, on avait fait le travail de stratégie, il y a tout un ensemble d'initiatives concrètes qui ont été développées, mais cet aspect inspiration, ça j'en parle dans le livre, parce que j'ai trouvé qu'il y avait 5 ou 6 ingrédients essentiels pour libérer cette magie humaine. Alors on peut les passer en revue. Le premier, c'est effectivement le sens, mais le sens non pas top-down, mais plutôt de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc il y a eu tout un travail qui a été fait pour encourager les collaborateurs à exprimer le sens ce qui les motive, le sens qu'ils veulent donner à leur vie, et de voir comment on pouvait le connecter au travail. Alors deux manières concrètes, 2 exemples concrets là-dessus. D'abord au niveau du comité de direction. Un jour, tous les trimestres, on se réunissait pour travailler sur nos stratégies, nos plans, etc. Toutes les entreprises font ça. Et lors d'une de cette réunion, c'était une idée de ma DRH, on a demandé à chacun des membres du comité de direction de venir à cet off-site avec une photo de chacun d'entre eux lorsqu'ils étaient petits, 2 ou 3 ans. Vous pouvez imaginer, il y avait des photos qui étaient assez mignonnes. Et ensuite, pendant la soirée, autour d'un dîner, on a échangé l'histoire de nos vies et le sens qu'on souhaitait donner à notre vie. Des questions qu'on n'aborde généralement pas dans les entreprises. Hein. Et on s'est rendu compte de 2 choses. La première, c'est que chacun d'entre nous, chacun des membres du comité de direction était un être humain. Pas seulement un CFO ou un CMO, etc., mais un être humain compliqué, un peu bordélique, mais beau. Et deuxièmement, à l'exception de 2 membres du comité, tout le monde partageait le même type d'aspiration dans la vie, qui est de faire du bien, c'est la règle d'or, de faire du bien à quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais nous, on est l'équipe de direction de Best Buy. Pourquoi on n'utilise pas la plateforme qu'on a, qui est Best Buy, pour construire une entreprise dans laquelle on aurait envie de travailler et que les collaborateurs aimeraient, que les clients aimeraient, que les fournisseurs aimeraient, que les actionnaires aimeraient. Hein, moi, j'aime beaucoup cette citation ce poème de Khalil Gibran dans lequel il dit « Le travail, c'est de l'amour rendu visible ». Pour moi, ça, c'est le cœur de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose que chaque manager, quel que soit le niveau, peut faire. Et d'ailleurs, en visitant un magasin à Boston, je me souviens toujours, le patron du magasin demandait à chacun de ses collaborateurs, donc une centaine dans le magasin, « Et toi, quel est ton rêve ?» Chez Best Buy ou en dehors de Best Buy, quel est ton rêve? Il dit, on l'inscrit dans la salle de repos du magasin. Il dit, mon job, c'est de t'aider à accomplir ton rêve. Donc ça, c'est la première chose, c'est le sens. La deuxième chose, c'est les connexions humaines, en fait. Notre compatriote René Descartes a dit, je pense, donc je suis. Je pense qu'il a tort. C'est je suis vu, donc je suis. Je me souviens d'un jeune collaborateur dans un magasin qui m'avait dit que sa vie avait changé le jour où un manager l'avait reconnu et s'était intéressé à lui. Ça, c'est très humain, en fait. Et ça aborde les questions d'inclusion et de diversité, en fait, que chacun sente qu'il appartient, qu'il a une valeur et qu'il peut s'exprimer au sein de l'entreprise. Et d'ailleurs, quand vous disiez les rêves, ce que j'ai trouvé assez puissant dans l'exemple que vous prenez, dans le livre en tout cas, c'est le fait de connecter la raison d'être de l'entreprise avec le rêve des salariés. Ouais. Et c'est là où, en fait, c'est cette connexion qui est généralement pas très bien faite, ou pas faite du tout d'ailleurs, et qui fait toute la différence. Et c'est ce que j'appelle le leadership de l'intérieur vers l'extérieur plutôt que du haut vers le bas. Il faut partir, il faut comprendre d'abord qu'est-ce qui nous motive et qu'est-ce qui motive les gens autour de nous. Et construire à partir de ça, parce qu'on avait dit aux collaborateurs, de Best Buy c'est grand, c'est 125 000 personnes, donc on peut se trouver perdu là-dedans. Non, oubliez notre grandeur, notre taille. Ça se joue au niveau de chaque équipe, de chaque magasin. Et
à l'intérieur d'un cadre. Hein, voilà, c'est exprimer ce qu'on a envie d'être. Et ce qui est formidable, c'est qu'encore une fois, cette valeur, ce désir qui existe de faire du bien à quelqu'un d'autre, c'est universel. Et donc, il s'agit de le faire s'exprimer et ensuite de décider de se mobiliser autour de ça. Avec de l'autonomie. L'autonomie, c'est le troisième ingrédient. On fait des sondages, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure. Amusez-vous à le faire. Demandez aux gens dans une entreprise de lever la main s'ils aiment bien qu'on leur dise quoi faire, ce qu'ils doivent faire. Généralement, il y a peu de personnes qui lèvent la main. Hein, parce qu'on a envie de faire les choses telles que nos compétences et notre désir d'être humain le souhaitent. Ça a des implications, y compris en termes de formation, cette idée que chaque individu est unique. Hein, pour la formation, l'apprentissage, c'est un autre ingrédient. Chris Schmidt, qui dirigeait notre marché de Denver, on a eu marre à un moment donné de toutes ces formations nationales où on poussait le même type de choses au même moment. Et on peut réfléchir, en fait. Imaginons, c'est pas vrai, hein, mais imaginons que Roger Federer et moi, on a le même coach. Bon, c'est pas vrai, mais bon, c'est une idée. Imaginons. Je peux vous garantir que notre coach nous demanderait de travailler sur des choses différentes. Hein, et c'est la même chose pour le développement des collaborateurs. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'humanité de l'entreprise qu'il s'agit de libérer. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que pour moi, prendre soin dans une société plutôt, je ne sais pas si c'est patriarcal, mais un petit peu, voilà, en tout cas, oui, ancienne. On va prendre soin, on va mettre, je ne sais pas, des cours de yoga, des cours de méditation pleine conscience dans les meilleurs cas, on va mettre un baby-foot, etc. Et en fait, on se rend compte que la réalité du prendre soin, c'est de donner de l'autonomie aux gens. Mais il y a un petit problème, en général, c'est qu'on n'a pas confiance. On se dit, oui, mais si on leur donne de l'autonomie, est-ce que vraiment ils vont travailler? Est-ce que vraiment ils vont faire le taf? Et comment vous avez résolu ça, de s'assurer que de ne pas avoir peur, en fait? Ouais. Le réflexe naturel, pour ceux d'entre nous qui sont formés comme moi, c'est d'être très intelligent. Donc, pour donner un exemple, à un moment donné, on avait développé, au service des vendeurs, un peu des scripts sur quelles questions poser au client lorsqu'on essaie de lui vendre un téléviseur ou un ordinateur. Et c'était super bien fait, parce qu'on avait pris les meilleurs vendeurs. Mais simplement, les vendeurs, ils détestaient ça, parce que ça les enfermait dans quelque chose qui n'était pas naturel, en fait. Alors, c'était bien qu'ils l'aient dans leur esprit, mais ce n'était pas ça qui devait les driver. Et quand on a parlé de cette idée d'ami inspirant, ça change tout. Parce que si... voilà, vous êtes mon ami, Grégory. Vous êtes mon ami? J'espère. Voilà, voilà, ça y est. Si vous voulez acheter un téléviseur, je vais vous poser des questions naturelles. C'est pourquoi faire votre téléviseur? C'est quel type de pièce? Qu'est-ce que vous allez regarder sur ce téléviseur? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Etc. etc. Je me souviens très bien d'ailleurs, dans un magasin que je visitais à Mountain View, près du siège de Google, il y a une jeune femme qui arrive et qui veut acheter des écouteurs. Et le vendeur, d'ailleurs, qui s'appelait Grégory, vous voyez, lui demande, vous allez les utiliser pourquoi? Il dit, c'est au travail, j'aime bien écouter de la musique, mais c'est important que si mes collègues me parlent, je puisse les écouter, les entendre plutôt. Et donc, oui, je vois très bien, donc c'est d'ailleurs pas des écouteurs très chers, en fait, vous avez besoin de quelque chose d'assez simple. Et donc j'ai trouvé cette question géniale, parce que ça s'intéresse donc c'est un rapport très humain, en fait. Parce que c'est la notion d'empathie, qui est peut-être aussi, avec la vulnérabilité, l'humanité, l'humilité, l'empathie est un élément essentiel du leadership aujourd'hui. Un très bel exemple, c'est ce qu'a fait Satya Nadella à la tête de Microsoft. En fait, il a dit que sa stratégie, c'était d'adresser des besoins humains ou d'entreprise non satisfaits et non articulés. Hein, c'est ça la base de sa croissance. Et donc, ça veut dire que je dois être en mesure de me mettre un peu dans les souliers du client, de me mettre à la place du client et de répondre à ses besoins. Donc, c'est un rapport humain extrêmement fort, et c'est ça qui crée la magie, en fait. Mais du coup, quitte à ne pas lui vendre de produits ou à pas lui vendre de produits le plus cher. Oui, et parfois dans les entreprises, parce que on voit des travers, en fait. Un des travers dans la vente de produits électroniques, ça avait été la vente d'extensions de garantie sur laquelle il y a beaucoup de marge. Et les vendeurs étaient souvent motivés et mesurés sur le nombre d'extensions de garantie qu'ils vendaient, parce que c'est un élément essentiel
de la rentabilité de l'entreprise. Donc on met les gens dans des positions impossibles, en fait. Donc on a baissé les prix des extensions de garantie, comme ça c'était moins important, puis on a transformé ça en abonnement, où maintenant, si vous devenez membre du club Best Buy, vous achetez un produit chez Best Buy, tous vos produits sont couverts par des extensions de garantie, donc c'est automatique, il n'y a pas de... Et donc, mais ça c'est la responsabilité du top management, de créer des business models, des modèles de business qui soient pas toxiques, en fait, qui n'obligent pas les vendeurs à faire des choses qui ne sont pas naturelles, en fait. Ou qui ne vont pas dans le soin des salariés, des clients. En parlant de soins, moi je considère qu'il y a 4 dimensions dans le soin. Donc il y a du soin physique, s'assurer que les gens ne se blessent pas, du soin psychique, et on va peut-être parler des burn-out, bore-out également, de la démission mentale, etc. Du soin social, en particulier pour les salaires, et puis du soin environnemental. Et il y a cette phrase de Cynthia Fleury, j'aimerais bien savoir ce que ça vous inspire, que moi j'aime beaucoup, qui dit en fait, une civilisation, quand elle n'est pas dans le soin, elle n'est rien. J'aimerais savoir ce que ça vous inspire, cette logique de prendre soin, qui n'est pas... étonnamment, qui n'est pas la culture de Friedman, par définition, mais qui est une culture qui est j'ai l'impression, qui est en train de s'imposer au fur et à mesure. On revient à ce que disait, alors on va faire des batailles de citations, Khalil Gibran, le travail c'est de l'amour rendu visible. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, moi, pendant cette crise, alors que je suis un éternel optimiste, j'ai été obligé de dire à voix haute, le monde dans lequel on vit ne fonctionne pas. On a une crise sanitaire, on a une crise économique, on a des tensions sociales et sociétales, des bombes à retardement environnemental, des tensions raciales, des tensions géopolitiques. Ça ne marche pas, on est obligé de le dire. Peut-être pour quelques personnes, mais en général, ça ne marche pas. Quelle est la définition de la folie ? C'est faire la même chose et espérer un résultat différent. Et donc, pour moi, les deux coupables, en fait, c'est encore une fois Milton Friedman et Bob McNamara, qui était le ministre de la Défense américain, ancien dirigeant de Ford, donc ministre de la Défense pendant la guerre du Vietnam, qui était le modèle du management scientifique top-down. Ces choses-là ne marchent pas, en fait. Donc aujourd'hui, je crois qu'on est obligé de réfléchir à une déclaration d'interdépendance. L'idée que les entreprises peuvent réussir en écrasant tout le monde et en ignorant tout le monde autour de nous, ça ne marche pas. Best Buy a son siège à Minneapolis. À la suite du meurtre de George Floyd, la ville était en feu. Si la ville est en feu, on ne peut pas ouvrir les magasins. Si la planète est en feu, il n'y a plus de business. Et donc, il y a un changement majeur aujourd'hui dans la responsabilité des entreprises. Avant, c'était simple, en fait. C'était purement optimiser le profit. C'était les 4 murs de l'entreprise. Et le leadership, c'était l'autoritarisme top-down. On simplifie, mais c'était un peu ça. Aujourd'hui, la finalité, elle doit être de servir le bien commun. C'est ce qu'on attend des entreprises. Le périmètre auquel on doit s'intéresser est beaucoup plus large. C'est l'ensemble des parties prenantes, en trouvant des solutions gagnant-gagnant-gagnant. Et le mode de leadership, c'est effectivement un mode de leadership qui est beaucoup plus humain, centré autour du sens, et avec des mots qu'on a utilisés, là, vulnérabilité, authenticité, humanité, humilité, empathie, c'est des mots qu'on n'utilisait pas, en fait, il y a 20 ans. Donc alors, ce qui est passionnant aujourd'hui, en fait. Le monde ne va pas bien, mais en tant que leader, ça peut être notre finest hour, comme on disait de manière churchillienne au printemps 1940. On a l'opportunité, si on le souhaite, si on le désire, de créer un futur qui n'existe pas encore, mais qui a besoin d'être meilleur que ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est ça qui est passionnant dans les entreprises. Les entreprises ont une possibilité de changer la trajectoire, en fait. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Moi, j'ai écrit ce bouquin parce que la plupart d'entre nous sommes convaincus que c'est la bonne direction, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de choses... Il faut tout réinventer, en fait, en la matière. Et c'est marrant parce que vous parlez de vulnérabilité, mais chez les leaders, qui sont très majoritairement des hommes, c'est pas un mot qui est très utilisé, où les gens, ils ont pas tous lu le bouquin, en l'occurrence. Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des patrons de boîte ou à des leaders de manière générale, qui ne sont pas forcément les patrons de la société, sur la vulnérabilité ? On a été, en tout cas, moi l'enseignement que j'ai suivi, c'était, on ne pouvait pas dire qu'on ne savait pas. Je me souviens, j'étais adolescent, des amis de mes parents nous rendaient visite, et ils me posent une question, et je réponds, je ne sais pas. Et cette personne, qui était un homme d'affaires, dit, jeune homme,
quand tu seras dans une entreprise, il ne faudra jamais dire ça. Ce sera un aveu de faiblesse. Ben, c'était un imbécile, ce mec, hein, avec le recul. J'étais avec un petit groupe de PDG de grandes entreprises récemment. L'un d'entre eux, qui dirige une des 50 plus grandes entreprises mondiales, disait « Mes matières premières viennent de Chine et de Russie. Ma supply chain est complètement sans dessus-dessous. Il y a de l'inflation comme j'en ai jamais vu. On se dirige vers une récession. Je ne sais pas quoi faire. » Et on lui demande « Mais tu as partagé ça avec ton équipe ?» Elle dit « Mais bien sûr !» Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit, mais évidemment, tu ne sais pas. Comment personne ne peut savoir. Donc, ce qui nous reste à faire, c'était la même chose face au Covid aussi. C'est de dire, on n'a jamais vu ça. Donc, inventons ensemble, travaillons ensemble pour trouver quoi faire. Le dirigeant qui sait tout, aujourd'hui, il est sûr de se planter dans cet environnement dans lequel on est. Et une des choses que j'ai découvertes quand j'ai travaillé sur le fait de me guérir de cette quête de la perfection, c'est... si je suis dans la quête de la perfection, comme je travaille avec des êtres humains qui ne sont pas parfaits, contrairement à moi certainement, n'est-ce pas, je vais être en permanence déçu. Et donc ça va créer une ambiance absolument épouvantable. Si je me rends compte que moi-même je ne suis pas parfait, que j'ai besoin des autres et que je le dis, ça ouvre la porte à des vrais rapports humains et au fait de pouvoir m'adresser à des gens qui vont savoir des choses que moi je ne sais pas. Et donc ça crée un lien humain, ça crée une efficacité beaucoup plus grande. Donc pendant le Covid, j'étais encore président du conseil de Best Buy. Cory Barry, qui était ma successrice, ben évidemment, elle a appelé le patron de Mayo Clinic, qui est un des grands systèmes hospitaliers aux États-Unis, le patron de Johnson & Johnson. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Comment on aborde ceci? Elle a appelé ses collègues dans la distribution. Donc ils ont travaillé ensemble et puis avec son équipe, elle a essayé de construire une réponse. Donc la vulnérabilité. Aujourd'hui, la plupart des dirigeants savent qu'ils n'ont pas d'autre solution que d'être vulnérables. Maintenant, ça demande un travail sur soi en profondeur pour s'aligner en fait avec qui je suis et accepter d'être qui je suis en fait. Et attaché à ça, il y a la culture de l'échec aussi. Et vous en parlez dans le livre. Comment on met en place une culture de l'échec et qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, Jeff Bezos en parle très bien, en fait. Il dit, sur ce qui est acceptable et pas, ouvrir un 100e entrepôt chez Amazon et rater cette ouverture, pas très acceptable, parce que comme on sait comment on fait. En revanche, travailler sur le lancement d'un nouveau téléphone, comme ils l'ont fait il y a quelques années, et que ça ne soit pas un succès, là, c'est tout à fait acceptable. Il dit très bien, si j'ai une stratégie d'innovation et d'expérimentation, si je ne veux faire que des choses dont je suis sûr qu'elles vont marcher à l'avance, eh ben, ce n'est pas de l'innovation, en fait. Hein. Donc là, c'est extrêmement simple. Donc la culture de l'échec, ça dépend un peu de ce qu'on essaye de faire et du contexte. Lorsque Best Buy était au bord du gouffre, ben, il fallait faire gaffe quand même. Hein. Donc avec ma directrice financière, Sharon McCollum, elle avait établi l'idée elle demandait des budgets aux équipes qui étaient atteignables avec une probabilité d'au moins 90%. Parce que c'était très important de rétablir notre crédibilité vis-à-vis des marchés. Et puis en interne aussi. Et donc c'était la bonne approche. Ensuite, quand on s'est orienté plus vers une stratégie de croissance, c'était plus la bonne approche. Parce que 90% de taux de succès sur une innovation, ça n'existe pas. Donc là, j'ai changé de braquet. J'ai donné à tous les dirigeants de Best Buy une carte de Monopoly. Vous êtes libérés de prison. Vous êtes libérés de prison et si vous faites une innovation et que ça ne marche pas, venez me voir. Dites-moi ce que vous avez appris, puis je vous donnerai une autre carte, vous êtes libéré de prison. Et on a créé un peu les conditions pour pouvoir imaginer et expérimenter avec de nouveaux services, en fait. Et vous parliez tout à l'heure des salaires et du fait que la carotte financière, ça ne marchait pas très bien. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ça, parce que c'est vrai que souvent, c'est la réponse qu'on a à donner, c'est-à-dire, en fait, pour motiver les gens, les salariés, on va leur mettre une carotte financière, ce qui est assez logique. Ben c'est la méthode du XXe siècle qui a été inventée au moment du taylorisme, et dont c'est très frappant. En fait, dans les entreprises, on passe un temps fou. Moi, je suis dans des comités de rémunération de différents conseils d'administration. On pense un temps fou à essayer d'imaginer le meilleur système d'incitation financière. Le problème de ça, c'est que ça ne marche pas. Parce que si on utilise la carotte et le bâton, qu'est-ce qu'on a? Des ânes. Eh bien, ce n'est pas avec des ânes qu'on va faire marcher une entreprise. Si vous demandez
là aussi, vous faites un sondage et vous dites aux gens, quand vous vous réveillez le lundi matin, est-ce que vous organisez votre activité de la journée ou de la semaine ou du mois de manière à optimiser, n'est-ce pas, le bonus que vous allez avoir à la fin de l'année? Les gens disent non, j'essaie de faire ce qui a du sens, en fait. Et parce qu'il y a des travaux de recherche, en fait, du MIT, en particulier Daniel Pink en parle très bien, qui montrent que, en fait, les incitations financières réduisent la performance. Les incitations financières réduisent la performance. Ça fait des tests. Et pourquoi? Parce qu'on est trop focalisé sur le résultat. C'est comme en tennis, ou le tireur de pénalty. Si je sers au tennis et que je suis... Il y a un tel enjeu, en fait. Hein. Je me raidifie, je deviens raide, et donc je ne vais pas pouvoir bien servir. Et il y a toute une philosophie aujourd'hui qui est c'est la focalisation sur l'effort, c'est très contre-intuitif, plutôt que sur le résultat. Coach K, qui était le coach de l'équipe de basket de Duke, qui est le coach qui a gagné le plus de championnats universitaires aux États-Unis, il explique très bien dans son livre, en fait, sur le coaching. Bien sûr, il a envie de gagner le championnat à la fin de l'année, mais c'est pas ça. Supposons qu'il mette en place une incitation financière pour gagner le championnat. Ce serait l'équipe qui aurait mis l'incitation financière la plus grande qui va gagner? Eh bien évidemment que non. Même chose pour la Coupe du Monde. C'est tous les efforts qu'on va faire au cours de l'année, au cours de la semaine, et en repartant de ce qui motive l'individu, ce qui va lui permettre de s'éclater, en fait. Donc c'est l'inverse de ce qu'on nous a appris dans les bonnes écoles, ce que j'ai appris. Mais aujourd'hui, la manière dont on obtient cette magie humaine, les deux personnes qui ont guéri ce dinosaure, est-ce qu'elles se sont demandé si ça allait aider leur bonus de la semaine? Non. D'ailleurs, chez Best Buy, on a purement et simplement supprimé les bonus des vendeurs. On les a incorporés dans la partie fixe de la rémunération. De manière très concrète, quand vous gagnez, les vendeurs, ils sont à peu près à 15 $ de l'heure. À 15 $ de l'heure, vous ne vivez pas sur l'or, en fait. Hein. Même si on est en train de... On a augmenté, quand j'avais démarré, c'était à 10 $. On est en chemin pour 20 $. Donc, la partie variable, c'est plutôt une source d'inquiétude, de savoir si je vais payer mon loyer ou mes études. Hein. Donc, il vaut mieux rendre ça fixe et ensuite mobiliser l'équipe autour d'autres enjeux. Et d'un point de vue financier, ça peut être simplement leur progression de carrière. Donc, on est... donc, sur beaucoup de choses que moi j'ai appris à l'école, en fait, c'est simple, il suffit de faire l'inverse de ce qu'on nous avait dit qu'il fallait faire. Voilà. Ouais, non, effectivement. Mais en fait, quand je parlais de soins sociaux, il y a quand même cette logique d'avoir un niveau de salaire qui permet de ne pas se poser de questions, ou en tout cas de moins se poser de questions que si on a moins de salaire. Et c'est pour ça que... Et peut-être, on a tendance, et ça revient à ce que vous disiez au début, à considérer l'humain comme... c'est comme un peu le service client, c'est-à-dire en fait le service client, on sait que c'est la chose la plus importante et pourtant c'est pas la chose on considère ça comme un coût en général. Et de la même manière, les salariés, on considère ça plutôt comme un coût, donc plutôt comme un boulet à tirer que comme la force de l'entreprise. Donc en fait c'est peut-être cette logique en fait qui est problématique, c'est-à-dire que en rémunérant bien, on a des personnes qui sont plus engagées, mais pas avec cette histoire de carotte, donc pas une histoire de bonus, en fait, c'est ça l'histoire. En prenant soin des gens, et là aussi, de manière très très concrète, en fait, un truc que j'avais appris de Jean-Marie Descarpentries également, lui, il m'avait parlé, dans une entreprise, il y a 3 impératifs. C'était au début des années 90 qu'il m'avait dit ça. Hein. Il y a bien sûr l'impératif financier, il faut gagner de l'argent, mais il m'a dit, c'est d'abord l'impératif humain, il faut avoir des bonnes équipes, correctement outillées et motivées. L'impératif business, il faut avoir des clients qui sont heureux des produits qu'on vend. Et l'impératif financier, en fait, c'est un résultat. Et c'est l'excellence sur l'impératif humain qui conduit à l'excellence sur l'impératif business, qui conduit à l'excellence sur l'impératif financier. Il m'a dit de manière très concrète, quand tu feras tes réunions mensuelles de gestion de la performance, ne commence surtout pas par les résultats financiers. Parce que je te connais, tu vas passer la totalité de la réunion là-dessus à décortiquer, tu ne vas rien apprendre. Il m'avait dit, commence par une partie sur l'humain et l'organisation, ensuite, client et produit, et tu termines par les résultats financiers. Et c'est comme ça que tu verras qu'est-ce qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas, que tu pourras agir sur ce que ça marche ou pas. Donc c'est l'inversion de cette logique financière en commençant par l'humain. Donc c'est une manière pratique de mettre ça en œuvre. Et ça paraît simple et en même temps c'est ce qui fait toute la différence. Vous parliez tout à l'heure des salariés qui ont envie d'appartenir
Moi, quand je faisais du marketing, j'en fais plus trop maintenant, mais je disais finalement, les gens, ils veulent 5 choses, c'est assez simple. Et je pense que ça marche aussi pour les salariés, mais vous allez me dire, ils veulent être aimés, ils veulent appartenir, ils veulent avoir leurs intérêts protégés, ils veulent avoir du sens, tout simplement. Et puis, le 5e, dont je ne vais pas me souvenir, donc être aimé, appartenir, avoir leurs intérêts protégés, avoir du sens, et ben, je ne me souviens pas du 5e. Mais c'est pas très grave. Mais sur les 4, en tout cas. Mais pour aller dans ce sens, en fait, il y a une de mes collègues à Harvard, qui est maintenant au MIT, Zeynep Ton, qui a écrit tout un très beau travail sur ce qu'elle appelle « Good Job Strategy ». Qu'est-ce que c'est qu'un bon travail? Et alors, elle commence par des éléments plus fondamentaux qu'on évoquait peut-être juste il y a une minute, qui est effectivement la rémunération, les conditions de travail, la sécurité. C'est la pyramide un peu maslowienne, en fait. Et ensuite, c'est les éléments portant sur le sens, sur l'appartenance, sur le fait de croître, de se développer, etc. Et donc, en tant qu'entreprise, on doit, bien sûr, pour que ça se passe bien, s'assurer qu'on adresse les différentes couches. Mais c'est vrai que ce n'est pas uniquement les couches financières qui doivent être adressées, il faut les adresser, et ensuite il faut aller au-delà en donnant du sens et des possibilités d'épanouissement aux collaborateurs. C'est ça qui fait la différence. Et qu'est-ce que vous pensez, parce que juste sur cette histoire de salaire, on parle beaucoup maintenant, en tout cas en France, je ne sais pas si c'est le cas aux États-Unis, la différence de salaire en fait, entre le plus petit et le plus gros salaire, qui a explosé en France, mais lié à ce qui se passait aux États-Unis d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette réduction de la différence entre les plus petits et les plus gros salaires? Je trouve qu'au cours sans doute des 50 dernières années, les personnes qui sont sur, on pourrait dire, la ligne de front, donc dans les magasins, dans les hôtels, dans les stations-service, dans les call centers, ont été dramatiquement négligées. Effectivement, leur rémunération a stagné, et on s'est rendu compte, certainement pendant le Covid, à quel point ces jobs étaient essentiels, en fait. Et donc, il y a, à mon avis, tout un travail de rattrapage, et les entreprises qui savent le mieux prendre en compte ces populations, qui sont l'essentiel de leurs effectifs, ont de bonnes chances de s'en sortir mieux que les autres. Et quand j'entends des entreprises qui disent on a du mal à recruter, est-ce que vous avez fait le nécessaire, en fait? Bien sûr. En ce qui concerne la rémunération des dirigeants, c'est des niveaux qui sont, dont moi j'ai bénéficié évidemment, qui dépassent l'entendement, qui sont le résultat d'une mécanique qui est assez simple à décrire, qui est que tous les ans, en comité de rémunération, vous regardez la rémunération de vos dirigeants, et vous avez des benchmarks par rapport aux petits camarades. Et à votre avis, Grégory, quel est le pourcentage des dirigeants qui sont payés en dessous de la médiane? Et donc, dans ces comités de rémunération des entreprises où le patron est en dessous de la médiane, tout le monde se dit, c'est idiot, on ne va quand même pas sous-payer nos dirigeants. Donc, évidemment, tous les ans, ils les augmentent. L'année d'après, même benchmark, la médiane s'est déplacée, puisque si on augmente tous ceux qui sont en dessous de la médiane et qu'on les met à la médiane ou au-dessus de la médiane, ça... Et donc, la transparence dans les rémunérations a produit cette inflation de la rémunération des dirigeants, et les écarts aujourd'hui n'ont simplement aucun sens. De manière pratique, il y a deux implications en fait, qu'on peut tirer de ceci. La première chose, c'est que chaque entreprise fasse ce qu'elle a à faire pour que ses collaborateurs soient correctement traités. Et comme en ce qui concerne les patrons qui, comme moi, ont gagné la loterie parce que Best Buy, ça a bien marché, donc, en fait, la principale chose qui reste à faire, c'est de donner ce qu'on a gagné, en fait. Voilà. Non, et en fait, ça aboutit. Il y a un tweet du patron de Total qui a fait hurler beaucoup de gens. Je ne sais pas si vous l'avez suivi à l'époque, où c'était il y a quelques mois, où il a dit mais non, mais je ne gagne pas tant que ça. En fait, alors, je ne sais plus exactement sa rémunération, ça doit être dans les 5 millions. Et en fait, je comprends sa remarque parce qu'en fait, son entreprise est extrêmement rentable. Comparé aux autres patrons de son niveau, finalement, effectivement, son salaire n'est pas incroyable. Mais en fait, c'est juste que c'est inentendable par 55 millions, même 56 millions, même 66, 67 millions de Français, en fait, que son salaire n'est pas énorme. Parce qu'en fait, il y a effectivement 3-4 personnes autour de lui qui gagnent plus, mais qu'en réalité, par rapport aux Français, alors pour le coup, la médiane, il est bien au-dessus, quoi. Et ça aboutit à ces genres de choses qui créent de la tension, évidemment, dans les sociétés. Mais effectivement, ça implique de le remettre en question. Est-ce que vous pensez qu'une entreprise, elle peut être humaniste ?
Ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, on doit refonder l'entreprise. C'est toute ma thèse, en fait, autour du sens, c'est-à-dire que l'entreprise doit être au service du bien commun et placer l'homme, au sens générique, au centre, en relation avec l'ensemble des parties prenantes. Et que le cœur de l'entreprise, c'est l'être humain et son génie unique qui doit trouver des solutions pour contribuer à ce bien commun en intégrant l'ensemble des parties prenantes. Donc, et ça, ces entreprises humaines et humanistes, ça s'applique également dans le secteur de la technologie, puisque derrière la technologie, c'est quoi? C'est des hommes et des femmes. Donc, on peut facilement compliquer les choses. Une entreprise, c'est une organisation humaine faite d'individus qui travaillent ensemble à la réussite d'un projet. Donc, si ce n'est pas de l'humanisme, ça, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça implique effectivement de prendre soin. Pardon, je retourne en boucle, mais c'est vrai qu'à la fin, moi, je pense que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et qu'est-ce que ça veut dire, du coup, de diriger avec du cœur? C'est ce qui est le sens du livre, mais c'est vraiment ce que vous décriviez, c'est-à-dire de comment connecter le rêve des individus avec le sens de l'entreprise. Comment vous l'articulez? On a beaucoup réfléchi chez Best Buy à la définition du leadership, en fait. On s'est dit, oui, ça n'est plus le leader qui sait tout et qui dit aux autres quoi faire. Donc, à un moment donné, l'équipe de direction m'avait encouragé à articuler nos attentes en matière de leadership et on est tombé sur 5 savoir-être du leader. Et le premier, c'est que le leader soit clair sur quel est le sens de sa vie et de son leadership, au service de quoi, le sens de la vie de ses collaborateurs et comment ces sens peuvent être mis au service du bien commun et de la finalité de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier. Ce qui demande un travail exploratoire, personnel, de méditation, de réflexion. Et une des choses, moi, que j'ai apprises au cours des années, c'est que moi, j'étais quelqu'un qui dirigeait avec mon cerveau gauche. Et aujourd'hui, on se rend tous compte qu'on a besoin de diriger avec l'ensemble des parties de notre corps, que ce soit la tête, mais aussi le cœur, l'âme, les tripes, les oreilles, les yeux, etc. Le deuxième savoir-être, c'est être clair sur quel est mon rôle en tant que dirigeant. Est-ce que c'est d'être le plus intelligent et de dire aux autres quoi faire, ou est-ce que c'est de créer un environnement dans lequel chacun va pouvoir s'exprimer et donner le meilleur de lui-même? Le troisième savoir-être, c'est être clair sur qui on sert. Moi, j'ai dit aux dirigeants de Best Buy, si vous êtes là pour vous servir, ou servir votre patron, ou moi me servir en tant que PDG de l'entreprise, je leur ai dit c'est OK, il n'y a pas de problème avec ça. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas travailler ici. On va vous promouvoir comme client, et on va s'occuper de vous, ça va être formidable, mais vous ne pouvez pas travailler ici. Si en revanche, vous êtes là pour servir les collaborateurs et les gens sur la ligne de front, là on est bon. Le quatrième savoir-être, c'est évidemment c'est des valeurs, l'intégrité est un élément essentiel, s'il n'y a pas d'intégrité, tout fout le camp. Et le cinquième savoir-être, c'est les qualités dont on a parlé tout à l'heure, d'authenticité, de vulnérabilité, d'humanité, d'humilité, d'empathie, et que c'est à travers ça que le leadership se développe. Donc, je crois qu'en tant que dirigeant, quel que soit le niveau, la décision la plus importante qu'on prend, c'est de décider qui on met dans des positions de pouvoir. Et donc, c'est super important d'être clair sur les critères qu'on utilise. Et moi, une erreur que je faisais pendant longtemps, c'était de mettre beaucoup l'emphase sur les compétences techniques. Je voulais le meilleur en matière de marketing digital. Je voulais Grégory. Et au cours du temps, j'ai appris que, oui, les compétences, c'est important, mais que les savoir-être, c'était en fait ce qui était le plus important. Et donc, je me souviens lorsque j'étais interviewé pour devenir le patron de Carlson Companies, qui était le job que j'avais avant Best Buy, par Madame Carlson, c'était une affaire familiale. Elle m'avait dit pendant l'entretien dans l'avion en rentrant de Paris à Minneapolis, elle a dit « Hubert, parlez-moi de votre âme. » C'est pas une question facile. Si, c'est une question qui est légitime en plus. Parce que c'est une affaire familiale, elle voulait que le futur patron de l'entreprise, j'allais être le premier dirigeant externe à la famille, qu'on soit clair, qu'on ait un bon dialogue sur qui suis-je. Et l'âme, c'est notre essence propre, en fait, notre âme. Mais ça décoiffe quand on vous la pose comme ça. J'imagine bien. Et d'ailleurs, depuis
depuis qu'on a débuté cette discussion, le mot spiritualité revient assez régulièrement, qui était, j'ai l'impression, une sorte de gros mot il y a encore quelques années. C'est quoi votre rapport à la spiritualité et comment ça vous aide dans votre leadership? L'être humain est un être essentiellement spirituel. En France, c'est un peu plus difficile parce qu'on nous a appris à séparer la sphère privée de la sphère publique, de l'être privé qu'on est, de l'être public. La laïcité, qui est une invention purement française, dit qu'on doit séparer, que l'aspect religion, donc spirituel, ne peut pas intervenir dans le domaine public. À mon avis, c'est une grave erreur. Parce que l'être humain, moi, quand je dirigeais avec ma tête, j'avais la tête coupée du reste de mon corps. Et je ne pouvais pas être un leader inspirant quand c'était comme ça. Et en dirigeant des entreprises au plan mondial, j'ai découvert que quelles que soient les religions, ce n'est pas une question religieuse, quelles que soient les cultures, les valeurs essentielles à chaque pays étaient les mêmes en fait. Ce sont des vertus principalement humaines qui viennent des religions monothéistes, mais aussi qu'on trouve dans les religions ou les spiritualités asiatiques, l'hindouisme, le bouddhisme. Et donc de se dire que je vais travailler avec ces personnes sans s'intéresser à qui elles sont, et on peut dire les choses de manière très simple, en fait, ce qui les motive, qu'est-ce qui les habite, c'est ignorer que ce sont des personnes. Et donc, ma conviction, alors, personne n'est obligé d'être d'accord avec ma conviction, ce sont des opinions, c'est que, en tant qu'être humain, en tant que leader, on doit effectivement s'appuyer sur l'ensemble de qui on est, et que ça inclut la spiritualité. Alors, soyons clairs, ça ne veut pas dire prêcher. Hein, moi, je n'étais pas un prêcheur dans l'entreprise. Mais ça veut dire s'intéresser au cœur de l'homme et de la femme et à quels sont leurs moteurs. Ça veut dire s'intéresser à ce qui se passe dans le monde et comment, en tant que leader, je peux créer un futur qui est meilleur que ce qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, puisque vous dites ça, il y a une phrase que moi j'utilise régulièrement, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, qui est « c'est plus facile d'envisager la fin du monde que la fin du capitalisme ». Est-ce que ça résonne et qu'est-ce que ça évoque chez vous? C'est plus facile d'envisager la fin du monde que la fin du capitalisme. J'espère que c'est pas vrai. J'espère que c'est pas vrai parce que je pense profondément que le capitalisme, en France c'est un peu un gros mot le capitalisme, disons le monde des entreprises, c'est un moins gros mot, doit se réinventer et est en train de se réinventer. Je suis frappé de voir comment les dirigeants actuels, c'est pas forcément l'image qu'ils ont, mais les dirigeants actuels, à quelques exceptions près, savent bien que pour que leur entreprise prospère et que le monde prospère et que le monde qu'ils vont laisser à leurs petits-enfants soit mieux que ce qu'il est aujourd'hui, ils ont besoin de repenser les choses complètement différentes. Moi, il y a une chose qui est très concrète. J'ai 3 petites filles. Elles ont entre 2 ans et 4 ans. Elles m'appellent Happy. Ce qui en anglais est pas mal quand même. Pas mal. Et dans 10 ans, peut-être avant, je ne sais pas, elles me diront « Mais Happy, tu savais que ça n'allait pas. Qu'est-ce que tu as fait ?» Et ça, c'est la question à laquelle beaucoup de gens vont avoir un petit problème pour répondre. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'essaie de faire de mon mieux, là où je suis, pour apporter ma contribution, en fonction de mes compétences, à essayer de créer un meilleur monde. Vous êtes familier avec les travaux de Kate Raworth, la donut economy, et de manière associée la triple comptabilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on doit remettre en question les KPI purement financiers et ce modèle de donut où en fait il ne faut pas aller trop loin dans les deux sens pour respecter les limites planétaires, mais aussi le bien-être humain tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez de ces modèles-là? Est-ce que c'est des modèles qui sont inspirants pour les entreprises, pour les entrepreneurs? Oui, en fait, aux États-Unis en 2019, la Business Roundtable, qui est un peu le MEDEF, c'est les 200 plus grandes entreprises américaines qui doivent faire à peu près la moitié de l'économie américaine, ont établi que on mis fin à Milton Friedman, à la primauté des actionnaires, et on dit que chaque entreprise poursuivait son propre purpose, mais que dans tous les cas, elle s'intéressait à l'ensemble des parties prenantes. Il n'y avait pas d'autre manière de faire. Donc, par définition, quand on gère une entreprise, on ne s'intéresse pas qu'aux résultats financiers. D'ailleurs, ceux qui sont passionnés par les résultats financiers, c'est très intéressant. Moi, j'ai fait un peu de comptabilité dans ma vie quand même. Et la comptabilité, normes comptables n'essayent même pas de représenter la réalité économique. Et d'autre part, si on se focalise trop sur les résultats financiers,
on oublie ce qui conduit aux résultats financiers. Donc, même si on est passionné par la création de valeur économique, c'est une erreur que d'être trop centré sur les résultats financiers. Et donc, elles sont tous dans cette mécanique-là. Alors ensuite, elles ont des KPIs qui touchent l'ensemble des parties prenantes. Les actionnaires eux-mêmes imposent de plus en plus une transparence sur les critères ESG, etc. Là où il y a un débat, en fait, qui est de savoir, on l'entend bien en France en particulier, sur la croissance par rapport à la décroissance. Est-ce que pour résoudre les défis qu'on a aujourd'hui, on doit renoncer au développement économique, ou est-ce qu'on peut arriver à surmonter les défis qu'on a grâce à en remettant en cause la manière dont on travaille? Moi, je suis plutôt dans l'idée qu'on peut changer les choses sans avoir à revenir à là où on était il y a 2000 ans ou il y a 200 ans. Mais ça, il faut y travailler. Les entreprises y travaillent. Il y a beaucoup de questions qui sont pas résolues. Donc je suis toujours un peu méfiant parce que cette donne économie, c'est un peu la notion de jeu à somme nulle. Alors c'est vrai que la planète a des ressources qui sont limitées, mais je crois beaucoup en l'ingénuité humaine et sa capacité à trouver de meilleures manières de procéder. C'est ce qu'il faut espérer. En tout cas. Non, et puis je crois que je ne suis pas certain que ce soit dans la nature humaine de vouloir décroître, mais par contre de croître de manière différente, donc de modifier ses KPI, voilà. Ça c'est possible. Ouais. Je crois beaucoup que la vie c'est la croissance, mais on revient à la question du sens. La croissance de quoi? Et au service de quoi? Avoir, je ne suis plus chez Best Buy, donc je vais pouvoir le dire, avoir un 5e téléviseur, est-ce que ça apporte quelque chose par rapport à 4 téléviseurs? Peut-être pas. Sans doute pas. Sans doute pas. On arrive à la fin de cet entretien, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on discute. C'est passionnant, j'avais encore plein d'autres questions. Malheureusement, je ne peux pas les couvrir. Mais merci beaucoup, Hubert. C'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et j'espère que c'était inspirant pour toutes les personnes qui ont suivi. Merci. Merci Grégory, merci pour ce que vous faites, c'est un travail important. Merci beaucoup. Merci à vous. Et si vous voulez écouter d'autres podcasts, d'autres épisodes, il y en a plein d'autres sur le podcast, n'hésitez pas. Merci à vous d'avoir écouté, regardé cet épisode. Merci beaucoup. Merci Grégory.